qui est la chef de la mission développement durable de la direction des sports, qui est le pendant féminin de Maëlle. Plutôt c'est Maëlle qui est le pendant féminin de Fabien. Masculin, je sais. Ça, j'en sais rien. Écoutez, je ne veux pas connaître vos vies privées aux uns aux autres. Denis Cheminade, que je rappelle à la tribune pour cette troisième table ronde. Xavier Parenteau, qui est l'expert chargé du développement durable au Stade de France. Et Cédric Gosse, qui est secrétaire général du Prosif, entre autres, parce qu'il est multicasquette. Pour une troisième table ronde, qui est la plus périlleuse de toutes. C'est la plus périlleuse de toutes parce que l'effet d'annonce est spectaculaire et il ne faudra pas qu'on accouche d'une souris. Parce que moi, je ne m'en remettrai pas. C'est pour ça que j'ai suivi l'évolution des inscriptions, qui allait être dans la salle, etc. Parce que je sais maintenant, pour avoir vu la liste définitive des personnes qui sont présentes, qu'il y a de quoi faire. Mais par contre, on ne va pas faire la team. C'est-à-dire qu'il faut y aller, quoi. Là, aujourd'hui, ce n'est pas évolutionnaire, ce dont on doit parler dans cette table ronde, c'est révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on est là pour aborder les solutions réalistes, plausibles, complètement loufoques, qui vont faire évoluer le sport. Et parfois, une solution loufoque aujourd'hui, c'est une solution hyper lucide demain. Il faut savoir être utopiste, anticipateur, etc. Pensez à tous ces ouvrages extraordinaires ou ces films de science-fiction qu'on a pu voir il y a quelques temps. De la Terre à la Lune, ça date du 19e siècle, quoi. On est allé sur la Lune dans les années 60. Donc il faut savoir anticiper, provoquer, renverser pour faire évoluer les choses. Là, c'est la seule chose à l'impression. Et je me permettrai d'être le cinquième larron, puisqu'il fallait qu'à cette table ronde, il y ait un organisateur, puisqu'en fait, on a des représentants de différents univers, et je serai là pour faire des propositions qui dérangent dans cette troisième table ronde, pour vraiment provoquer des réactions, tout aussi toniques que ce qu'on a pu voir sur notamment la table ronde numéro 1, ce qui était une très bonne chose. Eh bien, une fois n'est pas coutume, je vais me retourner vers une femme, Fabienne, parce que ça fait un certain temps qu'on se connaît. Fabienne, je crois qu'elle a vraiment fait le tour des problématiques de développement durable dans le sport, et elle est vraiment à même de nous dire quel est le panorama aujourd'hui et ce vers quoi il faudrait se tourner pour faire évoluer les choses de manière concrète, lourde, pesable, ce que diraient les Brésiliens, puisqu'on est en période de Coupe du Monde qui approche. Donc, c'est à toi. Je sais pas si j'ai vraiment fait le tour, c'est tellement énorme et les acteurs sont tellement divers, mais peu importe, merci Didier. Alors, déjà, à la mission Sport et Développement Durable, on est deux avec Maëlle qui est intervenue tout à l'heure, on se dit peut-être tous les jours, on prône, on prêche, on conseille la démarche de développement durable. Et nous, est-ce qu'on est parfait? Nous, c'est qui? C'est l'État. Et quand on regarde finalement toute structure institutionnelle, étatique, bien sûr aussi le milieu associatif, mais d'une autre manière, finalement, peut-être pour faire progresser dans l'avenir et pour donner des perspectives à la démarche de développement durable dans le sport, peut-être faut-il que chaque acteur, dont l'État peut être en premier lieu, se regarde comment il agit, regarde comment il prend ses responsabilités pour être mieux à même ensuite d'accompagner tous les acteurs du champ qui le concerne dans cette démarche. Donc je dirais que ça c'est une base et qu'on peut mieux faire. Ce n'est pas de la démagogie, c'est un constat de l'institution, c'est-à-dire que le développement durable, c'est quelque chose d'extrêmement transversal, où il faut une démarche intégrée. C'est pas faire une belle chose et puis s'en tenir là, c'est véritablement faire un certain nombre de choses et progresser petit à petit.
Et on s'aperçoit que l'État doit lui aussi progresser dans ce domaine. Alors quand on a discuté avec Didier sur cette table ronde et sur l'intitulé de cette table ronde, je lui ai dit que je n'étais pas Madame Soleil, hein, mais que ce qui nous semble, nous, important sur l'avenir du sport responsable en France, c'est déjà peut-être de comprendre la manière dont les acteurs du sport perçoivent la démarche de développement durable. Alors il se trouve que le CNOSF avait fait en 2003 l'agenda 21, Lini, tu n'y es pas pour rien, du sport français. En 2008, il y a eu la charte pour le sport et le développement durable. Ensuite, on l'a rappelé tout à l'heure, il y a eu 2010-2013 la stratégie nationale de développement durable du sport. C'est finalement pas un recul énorme à l'échelle, je ne parle pas de l'humanité, mais de l'histoire. C'est finalement assez bref et assez court. Donc comment faire pour être en capacité de comprendre les enjeux, de les saisir et d'être prospectif et d'inventer des solutions ou de réfléchir à des solutions pour les années à venir, à plus ou moins long terme. Donc, en 2009, à la direction des sports, à la mission, Maëlle avait fait une étude qualitative auprès des acteurs du sport pour essayer de comprendre quelles étaient leurs visions du développement durable, leurs attentes, leurs besoins et ce qu'ils attendaient de cette démarche. Donc, à l'époque, et ça a été dit au cours des échanges, donc je vais le dire de façon assez brève, la vision des acteurs du sport, c'était de progresser dans le domaine de l'environnement. Parce qu'en effet, ils étaient assez contents et convaincus que le volet social était facile à faire progresser. Mais par contre, sur le volet environnemental, ça semblait vraiment quelque chose à atteindre et à faire progresser. Alors, il se trouve qu'en fin 2013, en décembre, à la fin de la stratégie nationale de développement durable du sport, puisqu'elle s'étalait de 2010 à 2013, on a voulu mesurer l'écart, mesurer les évolutions de la perception de ces acteurs du sport, et du coup on a refait une enquête tout à fait identique, qualitative, auprès des mêmes acteurs de toutes les sphères du sport, privé, associatif, fédéral, les élus, etc., pour mesurer l'écart. Et on s'est rendu compte immédiatement que les acteurs du sport savent maintenant de quoi il s'agit quand on parle de développement durable. C'est même un peu éculé, hein. Denis, je crois que tu l'as dit, ça a été galvaudé. La médiatisation a été énorme, les politiques s'en sont emparés, il y a eu le Grenelle de l'environnement. Bref, il y a eu un énorme engouement pour ces questions, une retombée, mais les acteurs du sport sont conscients, savent ce que c'est. Par contre, ce qu'on constate dans cette étude qualitative qui permet de mesurer l'écart entre 2009 et 2013, c'est qu'on s'aperçoit qu'on sait ce que c'est, grosso modo, mais on ne sait pas passer à l'action. Ou en tout cas, le passage à l'action reste problématique. Et du coup, l'emballement qui a eu lieu dans les années 2008, 2009, 2010, 2011 est retombé comme un flanc et ne reste maintenant que la nécessité pour les acteurs de se mobiliser pour devenir eux-mêmes dynamiques et s'emparer sans être paniqués, sans avoir peur de la démarche de développement durable. Donc je vous invite à aller voir ces deux études qui sont sur le site dont on vous a parlé tout à l'heure, développementdurable.sport.gouv.fr, et qui finalement pour nous sont une base
non pas pour être prospectif en tant que tel, et non pas non plus pour immédiatement inventer des politiques, mais en tout cas pour être conscient de ce que perçoivent les acteurs du sport et être mieux à même de travailler avec eux. Parce que finalement, notre philosophie à nous, elle consiste à ne pas travailler seul dans notre coin, parce que d'abord, on n'est pas les acteurs, nous, directs de l'action, on n'est pas sur le terrain, même si on a des services déconcentrés. Et donc, pour que la démarche de développement durable se mette en œuvre et progresse, finalement, il faut rassembler l'ensemble, mutualiser, ça a été beaucoup dit, décloisonner l'ensemble de ces territoires, de ces terrains qui, chacun, dans leur champ, dans leur domaine, souhaitent évoluer. Donc ça, c'est notre stratégie. Et je ne sais pas si Didier, on reprendra la parole après pour parler des outils, pour parler on va voir comment ça se déroule. Voilà, mais finalement, ne rien faire seul dans son coin, finalement, c'est aussi notre philosophie à nous. Et ça consiste à animer un réseau, à toujours vouloir construire avec plutôt que construire pour, de manière descendante. Donc ça c'est le premier point essentiel, donc décompartimenter, se rassembler, mutualiser, donc, parce que chacun dans son coin on peut faire quelque chose, mais tous ensemble on peut faire beaucoup plus. C'est la première chose. Éduquer, puisque on s'aperçoit que tout le monde a conscience d'où sont les enjeux, mais il faut se les approprier et être en capacité de répandre en quelque sorte ces bons gestes, ces bons comportements progressivement. Donc l'éducation semble être pour nous une pierre essentielle, parce que la culpabilisation, et on avait des discussions tout à l'heure avec le responsable du parc Acrobranche on en parlait encore, la possibilité de culpabiliser, de réglementer, de rétrécir les possibles ne nous semble pas être la réponse pour l'avenir forcément la plus efficace. Denis, en tant qu'éducateur, tu n'es pas insensible effectivement à cette balance qu'on vient d'évoquer, la sensibilisation, l'information, l'éducation, ça c'est le premier des axes sur lequel tu travailles, et tu peux peut-être revenir dessus et puis en évoquer d'autres. Oui, j'adhère totalement au discours qui vient d'être tenu, que je partage complètement. Je pense que l'analyse elle est lucide, elle est l'état des choses. Avant d'en venir aux propositions, moi je voulais faire une réflexion, c'est-à-dire qu'on est ici au sein de l'Île-de-France. Et je me dis, mais est-ce qu'on est une réunion de quartier ou est-ce qu'on est vraiment en train d'avoir des propositions à l'échelle de cette région, qui est une région de 11 millions d'habitants, qui fait 20% du PIB de la France, 5% du PIB européen. C'est une région qui, au point de vue habitant, les richesses, est comparable à l'Autriche, à la Suède, à la Norvège, à la Belgique, plus grande que la Grèce. Donc, je veux dire, c'est vrai qu'il faut qu'on ait un certain nombre de propositions, mais je pense aussi qu'il faut que ces propositions soient à la hauteur de l'événement. Et l'événement, c'est, je dirais, alors c'est vrai que la région n'a pas les compétences d'un État, ni les budgets d'un État. Mais on peut se dire quand même comment est-ce que les acteurs publics peuvent s'organiser pour finalement avoir une politique qui soit à la hauteur d'une politique sport et durable, comme on voit en Autriche, en Suède ou en Norvège, ou aux Pays-Bas, où quand même ces actions sont quand même prises en compte et de manière un peu significative. Et donc la conclusion de ça, c'est de dire que il faut, j'appellerais, au rassemblement des pouvoirs publics et des institutions, mouvements sportifs, régions, services de l'État, pour travailler ensemble et pour promouvoir des actions qui soient en termes de budget, en termes de moyens, et en termes d'ambition aussi, à la hauteur de la région et de ses besoins. Aujourd'hui, la région a un agenda 21, un projet d'éco-région, etc. À la présidence, je dirais, allons plus loin, si c'est possible, parce que tout ça, c'est un premier pas, et on a faim quand on voit ça, on a envie de faire plus.
Alors après, en termes de propositions, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit et je ne vais pas innover. Moi je vois trois grandes orientations. Alors la première, c'est un mot que j'aime pas, mais je n'ai pas trouvé d'autre, c'est outiller. En fait, c'est se donner les outils et les moyens aujourd'hui d'avancer vers des objectifs qu'on s'est capable de se définir en commun. On a vu beaucoup d'outils qui existent, mais on a du mal à faire le tri, etc. Donc quelque part, est-ce qu'on peut collectivement se doter d'un certain nombre d'institutions, d'observatoires, de guides pratiques, de services, d'acteurs qui puissent accompagner les associations. Et mon idée, mon souhait aussi, c'est qu'on puisse décliner en termes d'orientation, en termes de méthode, l'ensemble de ces outils par rapport au cadre qui se mettent en place au niveau mondial, notamment à travers les normes ISO qui se mettent en place. Pas pour les appliquer, hein, mais pour s'inspirer de cet esprit et pour permettre à chacun, là où il est, le jour où il voudra, il y a des petits organisateurs qui n'ont pas des besoins importants, mais on a ici un organisateur de tournoi international qui, lui, pourrait parfaitement faire certifier un jour son événement. Donc je crois qu'il est important que les outils qu'on mettra en place puissent permettre aux gens, sans changer complètement sans avoir à reconsidérer complètement leurs actions, à rentrer dans ces systèmes. La deuxième chose, c'est mutualiser et échanger. Donc là, il faut... mais un réseau, c'est aussi des institutions qui fédèrent les gens. Hein. À travers Fédesport, il y avait plusieurs associations, on a trouvé le moyen de se réunir dans un ensemble unique pour essayer de mieux communiquer entre nous. Ici, il faudra un moment qu'on essaye de donner, qu'on incarne un peu ces réseaux qui permettent d'échanger, de mutualiser. Et après, la troisième chose, c'est former, informer, disséminer, et c'est permettre à chacun, je dirais, d'être un peu missionnaire là où il est pour essayer de conquérir de nouveaux acteurs à ce qui est la construction d'une société plus responsable et plus durable. Voilà, trois points hein, simplement, mais ce qui sont, je dirais, un peu des bases de toute politique, et je pense que c'est exactement ce que tu aurais évoqué si tu étais allé jusqu'au bout de ton discours. Cédric, multicasquette entre le CROSI, la Fédération Française de Triathlon, l'UNSS, donc impliqué dans divers réseaux sportifs. Quelle est ta lecture de cette problématique sur transformer le sport, le révolutionner pour le rendre plus éco-compatible dans les années et les décennies qui viennent? Alors, je vais essayer de ne pas être redondant avec des propos qu'on peut dire cet après-midi. J'espère que je ne vais pas l'être parce que je n'ai pas pu suivre les travaux de cet après-midi. Moi, à la lecture de cette table ronde, en la préparant et puis en ayant des retours sur, notamment au sein du comité régional olympique, de différents présidents de comités et pour voir différents organisateurs, la question, elle pourrait amener, sur laquelle nous sommes interpellés, donc des solutions, des outils et des bonnes pratiques, elle pourrait amener à avoir des formes de réponses qui peuvent être de lister un certain nombre de choses et de superposer. Et quand on discute avec un certain nombre d'organisateurs, on s'aperçoit que, comme vous le disiez, le développement durable, c'est une démarche. C'est une démarche, et pas une superposition de choses. Et très souvent, un certain nombre d'organisateurs ou présidents de comité disent l'intention y est, mais on n'est pas encore passé dans la notion de démarche, on est encore dans des aménagements où parfois, moi j'ose le dire, pour se donner bonne conscience, on va aller mettre un petit peu de développement durable et de verre dans son organisation. Et le développement durable, c'est une démarche, c'est quelque chose de dynamique, d'évolutif et de globalisant. Et dans cette idée, moi, au travers de l'expérience que j'ai dans le triathlon, sur les organisations où là l'impact écologique peut être très fort, en tant qu'organisateur, on s'est posé la question de comment à un moment fédérer autour d'une organisation des équipes
pour aller dans cette démarche. Et on a identifié 2 entrées possibles. Alors, ce ne sont pas des solutions que je vais décliner là maintenant, mais 2 entrées qui permettent de donner du sens et d'avoir un projet signifiant. Le projet signifiant, ça veut dire que, par les 2 entrées que l'on propose, c'est faire en sorte que ça aille toucher l'identité des personnes qui sont impliquées dans l'organisation pour un moment aller dans cette démarche de développement durable. Le premier axe que l'on aborde dans la réflexion, c'est autour d'une question, c'est comment fait-on pour être pérenne dans notre organisation et sans que cela nous coûte le moins. Alors, sans que cela nous coûte le moins, c'est à la fois le coût énergétique, le coût écologique, et c'est le coût humain. C'est-à-dire, en fait, on réfléchit en essayant d'être les plus feignants possible et faire en sorte que malgré tout, notre organisation, elle se reproduise d'année en année en essayant d'être le plus feignant, mais en essayant malgré tout de gagner en qualité. Et on y a été confronté sur des organisations qui parfois ont été difficiles, et je me permets d'illustrer, c'est sur l'organisation par exemple du Triathlon de Paris, intramuros, avec l'impression sur les 5 années, les 5 éditions, à chaque fois de recommencer à zéro. Et à chaque fois d'avoir un budget qui à chaque fois augmentait, alors que nous avions cette volonté de développement durable. Et à partir du moment où on a commencé à penser en termes de pérennité de l'organisation, de coût humain, de faire en sorte que ça coûte le moins possible en termes d'efforts, et à la fois sur l'impact écologique, on a réussi à inventer des choses et à fédérer les équipes. Le deuxième axe, c'est, alors là, qui est une dimension, je pense, un petit peu nouvelle dans la conception du développement durable et moi que j'ai retrouvé dans certains écrits, mais finalement assez peu, c'est comment fait-on pour que tout le monde se sente bien. Donc, plutôt par une approche autour de la santé. En se disant, voilà, si les pratiquants et les organisateurs que nous sommes se sentent bien autour de l'événement, et bien quand on se sent bien, on commence à penser à l'autre et on commence aussi à voir son environnement différent et on commence aussi à le respecter. Donc on fait en sorte de travailler sur cette notion de la santé. Et on la décline à tous les niveaux. Et on la décline notamment avec nos organisateurs et nos bénévoles qui viennent, parce qu'il faut agir à la fois sur les pratiquants et sur les bénévoles qui vont organiser, sur la notion à rechercher la plus-value. Qu'est-ce que l'on gagne à venir dans cette organisation? Et simplement faire en sorte à un moment d'avoir un climat serein dans lequel on développe des sentiments d'appartenance, le respect de l'identité de l'autre, de travailler autour des valeurs, eh bien on s'aperçoit que le respect de l'autre et de son environnement et du site, il y a des choses et des comportements qui changent. Donc voilà un petit peu les 2 axes réflexifs que l'on avait un peu identifiés pour en avoir parlé avec des présidents de comités régionaux. C'est vrai que il y avait des choses intéressantes qui pouvaient se dessiner. Et puis je terminerai par un petit point aussi sur le rapport qu'ont les institutions avec cette notion de développement durable en tant qu'organisateur ou président d'un comité régional. On pourrait avoir parfois aussi là, par rapport aux institutions, 2 formes d'entrée. La première forme d'entrée, on en entend parler actuellement, c'est ce que l'on appelle un peu l'écologie punitive. C'est-à-dire vous ne faites pas, vous êtes puni. Donc une entrée par le côté négatif. Voilà. Je ne suis pas sûr que inscrire le développement durable dans le côté négatif soit la meilleure des stratégies. Et puis, une deuxième entrée qui est plus positive, c'est-à-dire l'incitation. Alors là, je prends des exemples très concrets avec notre partenaire institutionnel, avec la région Île-de-France. On nous incite, il y a une incitation forte dans l'organisation des événements à inscrire le développement durable comme un élément. Ça amène d'ailleurs une forme de bonification sur l'aide régionale.
Alors, moi j'ai tendance à dire que c'est une orientation très importante, hein. C'est un petit peu comme les quotas à un moment, c'est-à-dire qu'on fait en sorte de placer la barre, on place les limites, on place les repères. Mais je pense qu'il faut aller plus loin et que cette bonification, elle ne suffit pas. Il faut réinventer et à la limite, cette demande de subvention pour la région, elle pourrait être un très bon outil. Il faut réinventer dans l'outil de construire la démarche dans cet outil de demande de subvention. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais avec certains présidents de comité, on avait des petites idées de dépasser la notion de bonification. Voilà, parce que la bonification, eh bien, on s'y inscrit, on fait des petites actions, et puis au final, la bonification, on l'a. Voilà. Mais d'inscrire plus ça dans une démarche. Bien, alors j'ai essayé de m'accrocher à chacune des idées que tu as avancées et ça m'a beaucoup parlé. Donc je vais réagir à chacun des termes. J'ai beaucoup aimé le mot feignant. Parce que traduit dans les termes à moi, donc c'est en fait les anglo-saxons, ils ont une expression extraordinaire, c'est KISS. Keep it simple, stupid. Il faut rester le plus simple possible dans notre approche de l'organisation sportive. Et quand on reste hyper simple dans notre approche, on va à l'essence de l'organisation. Et quand on va à l'essence de l'organisation, on s'affranchit tout un tas de détails qui coûtent du temps, de l'énergie, de l'argent, etc. Donc moi, c'est ma manière à moi de traduire cette idée qui est essentielle. C'est-à-dire que dans une organisation sportive, comme dans la vie de tous les jours, il y a des choses essentielles et des choses moins importantes. Je prends toujours le même exemple, ça fait sourire, et puis ceux qui l'ont entendu 20 fois déjà vont dire comment se renouveler. Vous êtes sur la ligne de départ du marathon de Paris. Vous êtes au milieu de 40 000 personnes. Sur les 40 000 personnes, il y en a 39 950 qui ont une montre. Je suis bien d'accord là-dessus. Qui font leur course et qui, à l'arrivée, bien évidemment, ils ont déclenché leur chrono de départ, déclenché leur chrono à l'arrivée, puis ils ont leur temps. Puis c'est assez rare quand même que le temps de l'organisateur, le temps officiel, corresponde au temps qu'on a sur notre montre. Mais le coureur va défendre mordicus que c'est son temps qui est bon. On est bien d'accord, on l'a tous vécu d'une manière ou d'une autre. Alors où je veux en venir avec cette parabole, c'est le fait qu'il y a tout un tas d'organisations sportives où le chronométrage électronique, avec les tapis, les bus, les machins, etc., c'est pas forcément nécessaire. Mais ça fait bien. Je parle pas de marathon, mais je parle en général. Et si on va un petit peu plus loin, finalement, est-ce que le chronométrage est si important que ça ? Le chronométrage, c'est important surtout pour la personne qui court. Et encore, s'il a sa montre, il connaît son chrono. Au-delà des problématiques de qualification, etc. Bien d'accord. Après, on peut se poser la question du classement. Après, on peut se poser des milliards de questions comme ça. Donc, jusqu'où peut-on aller dans la simplification d'une manifestation sportive, que ce soit dans sa logistique, que ce soit dans sa technique d'organisation, que ce soit dans son déroulement, dans son approche administrative, politique, etc., pour aller vraiment à l'essentiel. Et c'est comme ça que je traduis le côté fainéantiste, parce que, en fait, quand on est feignant, et on a tous connu des copains de classe ou de fac, etc., qui réussissaient sans rien faire. En fait, ils ne réussissaient pas sans rien faire. C'est qu'ils avaient identifié les trucs qui étaient vraiment importants, des trucs accessoires, et ils avaient réussi à trouver la substantifique moelle de ce qui était nécessaire et suffisant pour que ça fonctionne. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, toujours à travers cette idée de fainéantise, c'est quelque part tuer un faux fainéant. Et dans vos comités, vous êtes des faux feignants. C'est-à-dire que vous avez su identifier, dans les ressources existantes, dans un environnement donné, ce qui était là et ce dont on pouvait se servir. Et qui ne nécessitait pas de temps supplémentaire, d'énergie supplémentaire, de personnel supplémentaire. Je vais donner un exemple. Vous avez un joli parcours là, qui est super, vous en avez un autre. Dans un cas de figure, sur le parcours, il y a besoin de 75 bénévoles, dans l'autre cas de figure, il y en a besoin de 27. Vous optez vers lequel? Vous allez prendre en considération tout un tas de paramètres. Si on veut être dans la logique du keep it simple and stupid, on va choisir celui où il y a besoin de moins de bénévoles. Parce qu'on simplifie la tâche. Parce qu'il y a un bénévole, comme disait Wolinski, c'est super, ça rapporte combien? C'est payé combien ou ça rapporte combien? Un bénévole, vous le savez, c'est de l'énergie, c'est du temps, c'est le pot, c'est le t-shirt, c'est le loto, c'est la pizza, la paella, etc. Donc on vous chaîne. Si on arrive à minimiser de ce côté-là, ça ne veut pas dire qu'il faut faire bénévole, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça veut dire que dans tous les secteurs d'organisation, il y a moyen de simplifier, de se recentrer vers l'essentiel pour
reformater la manifestation pour la rendre plus jouable à long terme. Le dernier point sur lequel j'ai vraiment tilté, c'est la notion d'approche santé-bien-être. Et ça, c'est un point essentiel qu'on a tendance à oublier. Alors, tu as dit santé, moi je dis santé et bien-être. Parce que j'ai cette idée très forte dans ma tête depuis quelques années, il m'a fallu du temps pour le comprendre. C'est seulement quand on est bien avec soi-même qu'on peut être bien avec les autres. Donc, et ça c'est valable en intra, mais c'est valable aussi en intra au sein d'un comité d'organisation. Une bande de copains qui s'éclatent à organiser son truc, il n'y a pas de limite, quoi. Ils sont au taquet. J'ai assisté à l'organisation des 30 ans du Trinosaure, du festival de triathlon des Trinosaures. J'étais épaté par le lien, le corps qu'il y avait entre ces gens. Ils venaient de sortir de 4 jours de boulot, et hop, le chef il a dit allez maintenant on range, hop, tout le monde s'est mis, ça partait dans tous les sens. Ils ont fait un boulot, ils étaient une vingtaine, ils ont fait le boulot de 150 personnes dans le même temps, en 1 heure, 1 heure et demie, ils ont tout nettoyé, tout rangé, etc. Donc cette notion de bien-être et de partage bien-être, c'est une notion essentielle. Et c'est peut-être là, c'est une des pistes qui nous feront évoluer dans le futur. Je m'excuse, j'étais un petit peu long, mais je voulais vraiment dire ces points-là. Xavier, la problématique des installations, support des manifestations sportives. Comment faire évoluer ces installations, aussi bien leur structure que les gens qui les dirigent, que leur approche générale au niveau stratégique, pour qu'elles s'inscrivent plus dans les airs ou dans le futur? Alors bonjour à tous, oui, je représente une installation sportive qui est un petit peu visible et connue, sensible, mais ce qui m'intéresse dans cette installation-là et dans tout ce qu'on évoque cet après-midi, c'est que finalement cette installation c'est un héritage. Et c'est l'héritage d'un événement qui était la Coupe du Monde de football de 1998, puisque le Stade de France que je représente aujourd'hui a été construit dans un premier temps dans le but de permettre à la France de répondre à la candidature FIFA pour la 16e Coupe du Monde. Donc il y avait plusieurs façons de voir cet équipement, on fait, puis on devient, je ne vais pas me moquer de mes amis québécois, mais on devient le Stade de Montréal, où on le fait avec une idée qui d'abord est politique, de le positionner dans les endroits où il pourrait y avoir derrière un héritage qui soit un héritage continu, une dynamique d'amélioration du territoire. Et c'est, je pense, qui a animé essentiellement le choix, par exemple, de la position du stade à Saint-Denis, nord de Paris. Et ça, c'est le premier acte fondateur de ce que peut être un équipement sportif visible et durable, alors que nous sommes 20 ans après, aujourd'hui, à peu près. Donc ça paraissait important de parler d'héritage. Aujourd'hui, on gère un équipement qui est un héritage d'événements. Et depuis le début de l'après-midi, on parle d'événements. Et moi, la question que je pose souvent aux organisateurs, puisque je viens positionner un équipement sportif et l'organisateur, c'est ok, c'est quoi l'héritage de l'événement qu'on va travailler ensemble? Qu'est-ce qu'on laisse comme trace? Et alors, les différents types de traces. On en a parlé, environnement, social, sociétal, ça peut être culturel aussi, ça peut être beaucoup de choses. Il y a aussi des traces négatives, donc dans tous ces paramètres-là, il y a des traces positives et des traces négatives. Et ce qui fait l'intérêt du choix aussi du Nord de Paris, c'est son ancrage territorial, l'équipement urbain, ça veut dire que ce n'est pas un équipement dans le désert, et les événements qui ont lieu à l'intérieur ne sont pas des événements qui ont lieu dans le désert, bien que le désert soit aussi un lieu avec tout seul, avec son biotope et c'est un tas de facteurs à prendre en compte. Pour compléter l'introduction, les 2 derniers événements que nous avons reçus, il y en a un qui est passé à la télévision, que tout le monde connaît, je ne connais même pas le score, pour vous dire à quel point je suis impliqué et fainéant dans mon activité. C'était la finale du top 14, entre Castres-Toulon, ça je crois que c'était l'affiche. Vous m'excuserez si je dis des erreurs, parce que franchement, c'est pas l'objet de mon métier, c'est pas le savoir juridique, c'est pas Par contre, c'est d'accompagner au milieu la Ligue, la fédération du club. Petit détail sur cet événement-là, un acte assez intéressant qu'on a réussi à mettre en place depuis 3-4 ans, notamment avec l'effort de la Ligue nationale de rugby, c'est que la finale du top 14 était oralisée et décrite pour les personnes malvoyantes et les aveugles. Et ça, c'est un combat que j'ai depuis assez longtemps sur l'accès à l'équipement pour tous. Parce qu'on parle de sport pour tous, dans un équipement où il y a des gradins, c'est-à-dire qu'il y a des familles, des frères et sœurs, du sportif qui fait son épreuve, et ou des spectateurs. Il faut que ce soit accessible à tous, et l'accessibilité à tous, c'est pas uniquement un parking pour personnes à mobilité réduite, des ascenseurs et des places, quand bien même au Stade de France, il y a une visibilité quand même, ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas. C'est aussi l'accès aux usagers qu'on oublie souvent, donc les déficients visuels, malentendants et mentaux, et c'est des sujets sur lesquels on a travaillé, par exemple sur la dernière finale, top 14, c'était l'exemple. L'avant-dernier événement,
Ben, c'est pas un grand événement. On a accueilli 1000 enfants issus de milieux hospitaliers ou d'instituts médico-éducatifs, donc des adultes aussi, pour pratiquer une quinzaine de sports grâce à l'appui aussi du monde sportif et fédéral, dans le cadre de la semaine du sport à l'hôpital, où là, nous soutenons une association qui s'appelle Premier de Cordée. On a versé l'idée du sport à l'hôpital pour la journée du 21 mai. On s'est dit que c'était l'hôpital qui allait venir au sport. Une autre façon de renverser aussi la perception et la vision, les équipes médicales, les équipes accompagnantes, les familles, et je ne parle pas du sourire des enfants, ont été particulièrement agréablement surpris et positivement choqués de ce que ça a provoqué. Donc voilà pour les deux derniers événements. Pourquoi je vous parle des événements du stade, des deux derniers? C'est pour vous donner un peu ce qu'est le Stade de France aujourd'hui, et qui est aussi le résultat d'un certain nombre de questions qu'on s'est posées. Tu évoquais tout à l'heure 2007. J'en parle assez facilement parce que je suis payé pour avoir étudié tout ce sujet-là, donc c'est facile pour moi, pour mes collègues c'est moins facile. Mais 2007, ça a été assez fondateur. Très clairement, le gouvernement à un moment donné a décidé de dire ok, on va réfléchir au volet environnemental, alors c'était que environnemental, mais c'est déjà le premier pas, de la Coupe du Monde de rugby. Mais chez nous, ça a provoqué toute une série d'alertes, mais au fait, on est quoi en termes d'énergie, on est quoi en termes de potentiel énergétique, on est quoi en termes de déchets, et puis alors je déroule, on est quoi en termes d'acoustique, de voisinage, etc. En fait, comment on déborde, comment notre activité elle déborde, et de quelle façon elle déborde, et puis est-ce qu'on peut la faire déborder mieux ou pas. Donc ça c'est la notion de dynamique et de démarche dont vous parliez, qu'on a évoquée, qui est fondamentale, c'est-à-dire que ce ne sont pas des photos arrêtées, ce sont des photos de départ. Aujourd'hui, la course elle continue, elle continuera jusqu'à la destruction de l'équipement, qui pour nous l'atteint n'est évidemment pas prévu, puisqu'on garde les stades un maximum de temps. Mais chez les Américains, un stade c'est 20 ans, 30 ans, puis après on avance, ce qui n'est pas forcément une mauvaise solution. Très bien. Alors, en matière, c'est très bien. Ouais. Après, ce qui est intéressant, c'est que je suis un acteur, là, je représente finalement les sociétés privées. Parce que le Stade de France est un stade national, je dois tout respect à Fabienne qui est à mes côtés, puisque c'était un stade sous tutelle du ministère des Sports. En revanche, il est construit dans un mode de gestion, enfin, il a été construit et financé dans un mode de gestion aujourd'hui qu'on pourrait appeler le DSP, ou un PPP avant l'heure. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais on ne va pas rentrer dans les détails juridiques. Ceci étant dit, pour que la France ait pu avoir cet équipement, elle a dû faire appel à la sphère privée pour pouvoir le financer, et en échange du financement, pour faire très simple, se coller derrière un contrat de concession de 30 ans. Donc là, on a la rentrée d'un acteur ou d'acteurs privés avec un S, parce que là, moi, je suis filiale des groupes Vinci et Bouygues, mais on peut retrouver dans les piscines des verres marines, des forestiers, on peut retrouver d'autres constructeurs ou d'autres Vega dans les gestions de salles de type bowling ou de type multiculturel. Donc on va retrouver tout un tas d'acteurs privés. Ce qui me paraît très important pour le monde sportif, c'est de comprendre que ces acteurs-là sont des pièces maîtresses aussi, sont des maillons. En fait, c'est une chaîne, tout ça. C'est un certain nombre de parties prenantes, parties intéressées, appelons ça comme on veut. Mais on ne peut pas faire un événement en se souscrivant du lieu. Et le lieu ne peut pas s'enorgueillir, on n'est pas champion du monde, c'est pas nous ça. Par contre, si on veut qu'il y ait une démarche, et si on veut qu'il y ait une amélioration, et si on veut que le sport, qui plus est au Stade de France, alors c'est un peu facile, stade national, stade physique, donc un peu facile, pas par la taille et pas par les moyens, mais par l'obligation, on va dire. Mais ce que je dis est valable pour la piscine locale, c'est-à-dire que le gestionnaire de la piscine et le club qui va l'utiliser ne peuvent pas s'opposer chacun leur démarche, c'est une démarche commune. Il y a un moment donné, il y a un c'est pas un écho, mais il y a un qui s'installe. Et quand on veut faire un événement, je reprendrai un exemple assez intéressant qui fait entrer aussi d'autres partenaires privés, Fédération Française de Foot, GDF Suez, financeur de sponsors importants, parce qu'ils sont passés au Phoenix, mais c'était il y a 34 ans. Dit, je veux faire un match vert, excusez-moi pour le mot vert, vous avez tous le mot vert. J'ai pas dit le mot vert, à la réunion, j'aurais dit il n'y a pas de match vert, ça n'existe pas, il n'y a plus la pelouse qui veut l'être. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est que GDF Suez commençait à mettre des éco-conditions dans sa façon de financer le football. En l'occurrence, on peut parler du match de l'équipe de France au Stade de France, mais finalement, qu'est-ce qui rend populaire le foot? C'est bien parce qu'il y a des grands stades comme ça avec des grandes équipes. Et ça rebondit dans toute la filière sport, à travers les clubs amateurs, et puis au final, le match du dimanche, la réflexion qui est portée chez nous par GDF Suez peut devenir une réflexion intéressante pour le club de foot. Et il nous disait, bon, ben voilà, on va faire le tri des déchets, on met des énergies renouvelables et tout ça. Je lui dis, bon, ben, ok,
alors on y va, c'est quand le match est dans 15 jours. Bon, ben, la toiture solaire, on va vous la faire pour 15 000 mètres carrés en 15 jours, il n'y a pas de souci. Enfin, et là, j'ai posé devant la fédération et ça, j'aurais dit que c'est pas très compliqué, mais on ne pourra rien faire de ce que vous dites là, parce que ce sujet-là, pour le prochain match, c'est mort. Pour installer le tri des déchets dans le Stade de France, pour les rencontrer, j'ai démarré en 2008-2009 et j'y suis encore là. Je suis en train de terminer la partie très grand public. Donc on a fait le tri des déchets logistiques en fond. Il faut savoir qu'un événement au Stade de France, c'est 25 tonnes de déchets. Donc ça va très vite, sur 3 heures, et je ne parle que des déchets dans les poubelles. Donc ils ont vite compris à quel point l'équipement était structurant dans la qualité, on va dire, de l'événement, mais que c'était un travail sur le long terme, parce qu'au final, la discussion, c'était de dire, ok, mais on s'inscrit dans un programme à ce moment-là, et on se donne 2, 3, 4, 5 ans pour emmener l'équipement, et moi, financeur du football, bon, je vais reprendre cette chaîne-là qui est intéressante, moi, financeur du football, je vais aider le football à emmener l'équipement qu'il utilise, dans le cadre du Stade de France, à s'améliorer. Et là, du coup, l'événement se retrouve amélioré, lui peut communiquer auprès de ses publics, parce que c'est un des rôles fondamentaux de l'événement, c'est de communiquer auprès des pratiquants et des publics qui vont être spectateurs de cet événement-là. Et c'est cette chaîne-là, moi, qui m'intéresse, et je pense que demain, quand tout le monde aura bien saisi que les acteurs sont multiples, les modes de gestion sont multiples, et qu'ils sont tous essentiels à la réussite, on arrivera beaucoup à avancer. Parce qu'on ne s'opposera pas finalement puis on gagnera en efficacité. Et moi qui suis un véritable feignant professionnel, c'est hyper important. Ça évite de faire 2 fois la même chose. Là, on a touché 2 points vraiment essentiels. Le premier point, c'est le concept d'héritage. L'héritage, vous savez, la définition du rapport Brundtland, c'est ce qu'on va laisser aux générations. Avoir des activités dans la génération d'aujourd'hui qui ne vont pas compromettre les générations futures à exercer leurs activités. C'est pas exactement ça, mais c'est ce que ça veut dire. Alors, quand on parle d'héritage, c'est un stade construit en France, il a valeur à durer un certain temps. Quand il est construit au Qatar, il a pour la valence immédiate, c'est d'être démonté et soit offert ou vendu à un autre pays, en Afrique notamment. Donc c'est pas du tout les mêmes approches, et peut-être qu'avec Laetitia tout à l'heure on pourra parler du regard international sur des approches pragmatiques ou pas pragmatiques de l'étranger par rapport à la France. Donc le premier point, c'est l'héritage. Le développement durable, c'est s'inscrire dans la durée, donc c'est poser au centre de nos problématiques. On vient d'où, on va où, et donc quel héritage on va laisser à soi. Et deuxième concept, même si le nom n'a pas été prononcé, c'est l'éco-conditionnalité, qui est un élément, un dispositif qui a été mis en place depuis quelques années maintenant au niveau gouvernemental, au niveau des collectivités territoriales, etc., qui présente ses avantages et ses limites. Alors moi, je voudrais... Je rebondis juste un Gédico, et j'ai fait exprès parce que même pour reprendre un schéma simple, Coca-Cola financeur de tel sport, c'est pas vertical finalement, c'est pas Coca qui fixe ses conditions, c'est un partenariat. On est bien d'accord. Mais là, en l'occurrence, comme on parlait de... J'ai bien aimé l'exemple de Suez, parce que là, c'est un partenaire qui fixe une condition, mais une condition liée à l'environnement. C'est fabuleux quand même. C'est-à-dire qu'on est dans une démarche, la démarche idéale, c'est si tous les acteurs se rencontrent et conviennent d'une démarche commune autour de... Moi, ce que je dis parfois à certains organisateurs, c'est tu fais ceci, tu fais cela, c'est bien, mais pourquoi tu as accepté McDonald's comme partenaire principal? Alors c'est agressif, c'est exprès, je rentre dans le là, parce que c'est mon profil. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est, est-ce qu'on n'a pas intérêt à avoir cette démarche de positionnement par rapport aux partenaires, par rapport aux médias, par rapport aux pratiquants, et vice-versa, quand on est athlète, d'accepter ou de ne pas accepter d'aller sur une manifestation sportive, si elle ne nous paraît pas correspondre à notre philosophie, à notre éthique, etc. Donc en fait, on est tous responsables, nous tous usagers du sport, qu'on soit pratiquants, organisateurs, sponsors du sport, médias du sport, public, on est tous responsables de cette co-construction qu'on fait ensemble. Donc quand on a un partenaire qui dit « moi j'émets une réserve, une éco-conditionnalité, c'est génial ». Quand le ministère ou une collectivité territoriale parle d'éco-conditionnalité, c'est-à-dire une fédération, c'est-à-dire ok, vous allez toucher de l'argent, mais seulement si et seulement si. Ou alors vous aurez un bonus si et seulement si. Donc moi je retourne la question vers Fabienne. Quel est le positionnement du ministère par rapport à cette éco-conditionnalité, qui est une vraie incitation, d'une certaine manière, mais est-ce qu'elle n'est pas à double tranchant? Oui, elle est
théoriquement et intellectuellement très intéressante, bien sûr, puisque elle fixe un contrat, on en a parlé tout à l'heure, et elle définit les règles dans lesquelles va s'effectuer le partenariat. Donc c'est intéressant idéologiquement. Par contre, si on l'applique à un acteur qui est déjà fragilisé par le fait qu'il a moins de bénévoles, par le fait que les subventions sont de moins en moins importantes, par le fait que les pratiquants pratiquent en dehors des fédérations au lieu de pratiquer de façon organisée, que du coup les licences ne sont pas forcément de plus en plus importantes. Là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on produit? On produit une éco-conditionnalité qui va être un élément supplémentaire dans un contexte que l'on connaît de nos sociétés, de notre société française et pas que, puisque tout est mondialisé, où la vie associative est fragile, où les acteurs, les fédérations disposent de moins en moins de moyens, et on va, l'État, nous, alors qu'on n'est nous-mêmes pas forcément exemplaires, décréter que ça va régler les choses pour faire marcher droit, avancer et régler la question. Donc, ce dilemme entre incitation dont on a parlé et critères très contraignants, nous, à la direction des sports, avec un passage de ministre d'ailleurs, vous avez peut-être suivi, qui se sont succédés de façon importante, cette question-là est venue, par exemple, du temps de Madame Joanneau. Elle voulait aller vers l'éco-civi-conditionnalité, c'est-à-dire une éco-conditionnalité et une civi-conditionnalité au sens de citoyen, social, etc. Et puis on s'est rendu compte que les moyens du CNDS n'augmentaient pas, que les clubs ne sont pas forcément assez forts et que les bénévoles qui vont écrire et rédiger les projets à présenter au CNDS sont pénalisés si on se met à avoir des exigences et des critères qui les mettent face à des difficultés insurmontables. Et du coup, on a procédé autrement, donc on a fait un petit peu marche arrière par rapport à ces questions, sauf pour les équipements, où là, il y a des choses tangibles, il y a des réglementations, et ça, Denis en parle mieux que moi, donc je ne me lancerai pas là, mais là, peut-être, les réglementations, les normes sont tellement prégnantes et tellement présentes, et finalement, où l'équipement a un impact tellement important que là, c'est peut-être plus facile, plus simple, et où on se rend compte que finalement, si on a une éco-conditionnalité pour l'équipement, on récupère de l'argent dans le fonctionnement, parce qu'il va moins dépenser, et que du coup, l'un dans l'autre, on a peut-être intérêt à pousser l'acteur à éco-conditionnaliser l'aide qu'on va lui attribuer, et on ne lui met pas des bâtons dans les roues. Pour le reste, du coup, on s'attache plutôt à de l'incitation positive, c'est-à-dire amener à maturer, mûrir cette question de la démarche transversale de développement durable, sans en passer par un durcissement de la manière dont sont attribués les moyens, parce que, après tout, la société se charge bien de demander à l'État de durcir les réglementations, et on a parlé tout à l'heure de cette question que bien souvent les organisateurs d'événements, les acteurs du sport considèrent que l'État et les institutions vraiment empêchent les organisateurs de tourner, de vraiment travailler par des réglementations. Alors si on se met à
faire de la loi, durcir, faire du règlement, et en plus éco-conditionnaliser, je ne sais pas si c'est le meilleur moyen pour atteindre le développement durable. Par contre, à la direction des sports, dans le cadre de la feuille de route du gouvernement sur la conférence environnementale, on s'est engagé à lier dans le partenariat des conventions d'objectifs qui sont mises en place avec les fédérations sportives, à inciter les fédérations de façon volontaire à rentrer dans des démarches de développement durable, sensibilisation des élus et des bénévoles, installation d'une commission ou installation d'un référent développement durable, mise en place d'un programme de formation, etc., organisation d'événements éco-responsables. Du coup, une trentaine de fédérations se sont déjà prêtées à cet exercice dans les nouvelles conventions de l'Olympiade actuelle, puisque les conventions ont été signées cette année. Et on pense que c'est beaucoup plus productif et moteur pour aller vers de l'éco-conditionnalité et qui ne soit pas une manière de régler la pénurie. À ce moment des échanges, je voulais d'abord donner la parole à Sylvie Viens, qui est la responsable développement durable de la Fédération française de montagne et d'escalade, qui veut nous faire part de son expérience. Et j'en profite pour vous indiquer que le rapporteur de cette troisième table ronde est une rapportrice, c'est Gisèle Deval. Bonjour à toutes celles et ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer aujourd'hui. Alors, je vais vous faire part de notre témoignage à nous, Fédération française de la montagne et de l'escalade. Et pour ce témoignage, je vais commencer par vous resituer un petit peu ce qu'on a fait nous en matière de développement durable. Donc, en fait, on est tombé dedans depuis longtemps. Pourquoi ? Parce qu'on est une fédération de sport de nature. Et comme toute fédération de sport de nature, eh bien, nous sommes des hôtes dans la nature. Et donc, on a toujours eu à cœur de préserver les sites de pratique naturelle. Donc, on a depuis très longtemps essayé de mettre en place ce qu'il fallait pour que nos licenciés pratiquent de manière propre et responsable dans la nature. Après avoir fait ça, on s'est dit comment on peut aller plus loin. Donc, la première chose qu'on a fait, on a essayé de limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour ça, on a fait un bilan carbone. Comme d'autres fédérations l'ont fait, on n'a pas été plus novateur que d'autres. On s'est vite aperçu que si on pouvait limiter un certain nombre de déplacements, il y en a d'autres qui sont quasiment incompressibles, à savoir le déplacement de nos équipes de France pour qu'elles participent aux compétitions internationales, et à un moment, c'est impossible à limiter. Et en fait, on s'aperçoit que c'est le plus gros de nos déplacements. Donc, on s'aperçoit vite que pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre, au final, on peut jouer sur peu de choses, si ce n'est nos réunions à l'interne en France. Donc ça, c'était un volet sur lequel on a travaillé, et on s'aperçoit qu'on s'est retrouvé limité. Donc, on a essayé d'agir autrement, et on a très vite participé et incité, dynamisé au label Sport et Développement Durable. Dans le cadre de ces labels, on a essayé d'innover. Je me souviens que 2000, en début d'après-midi, tu nous avais dit que c'était important d'innover dans le cadre du développement durable, et notamment dans le cadre d'organisation d'une grande manifestation sportive, à savoir le championnat du monde d'escalade. Notre petite innovation, ça a été d'intégrer dans ce championnat du monde un championnat du monde valide et un championnat du monde handi. Et là, je vous laisse imaginer la magie et l'émotion de Bercy plein à craquer. On enchaîne une finale valide avec tous les spectateurs ravis, déchaînés, bruyants. Et là, on fait rentrer une finale de non-voyants. Et là, chez nous, les non-voyants, ils grimpent avec un guide. Autrement dit, il faut que l'athlète puisse entendre ce que lui dit son guide. Et là, sans rien demander, on a des milliers de spectateurs de Bercy qui se taisent instantanément et qui admirent cette finale. Donc on a essayé d'innover, ça marche.
c'est génial. Et puis, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Aujourd'hui, on a le sentiment qu'on est en pleine contradiction avec nos valeurs qu'on porte de développement durable depuis des années. Cette contradiction nous amène à adopter des compromis. Alors, c'est quoi cette contradiction? On est une fédération où nous ne sommes pas olympiques et nous avons des ambitions d'olympisme. Et comme toute activité sportive qui souhaite rentrer dans les Jeux olympiques, eh bien on a l'impression de vivre un petit peu une course à l'échalote, une course au toujours plus. Et donc, on a eu un magnifique championnat du monde où on a essayé d'être exemplaire en termes de développement durable. Et là, pour porter nos valeurs de l'olympisme, par exemple, on organise cette année un championnat du monde jeune. On va essayer quelque part d'être exemplaire, sauf que ce championnat du monde jeune, il se déroule en Nouvelle-Calédonie. Alors on aura beau être exemplaire, on sait pertinemment qu'en termes de déplacement, ça va être catastrophique en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, vous voyez un petit peu le dilemme qu'on a chez nous, comment continuer de porter nos valeurs de développement durable tout en voulant jouer le jeu de l'olympisme. Et c'est en ça que je dis qu'on est en pleine contradiction et qu'on adopte certains compromis. Très clairement, on se lâche sur l'olympisme et puis par ailleurs quand même, dans ce qu'on continue de faire en France, dans nos organisations françaises, eh bien, on essaie encore d'avancer et on essaie une nouvelle fois d'innover un petit peu. Alors, où est-ce qu'on va là aujourd'hui en France? Nous, on est orienté vraiment sur 3 objectifs. Donc, le premier, on est vraiment sur la pérennisation de nos accès aux sites de pratique. Et là, on est sur des logiques tant de concertation avec l'ensemble des acteurs des milieux naturels de façon à pouvoir continuer d'accéder à nos sites naturels. Puis on a aussi en parallèle le volet équipement structure artificielle d'escalade, où là on travaille sur des équipements beaucoup plus propres qu'à une époque. On a été très très longtemps sur des équipements en tout résine. Là on est en train de changer un petit peu de fonctionnement, on rebascule sur du bois et on essaie d'éviter ces résines polyester. Donc ça c'est le volet équipement. On a un deuxième volet, on ne l'avait pas fait encore, et pour nos adultes, on pense que c'est important de partir sur le sport santé-bien-être, et nous on aura clairement les 2 volets, d'un côté santé, de l'autre côté bien-être. Puis la dernière chose, parce que je pense qu'à un moment, il va falloir qu'on sache arrêter les compromis, et donc ça veut dire qu'à un moment il faudra se poser des questions sur l'organisation de nos compétitions internationales. Très clairement, nous aujourd'hui, au sein de la fédération, on a cette visée olympique, on sait qu'on va rester dans le compromis. Donc si à terme, on veut s'interdire ce compromis, on n'a aujourd'hui qu'une seule solution. C'est de former et d'éduquer tous nos jeunes licenciés pour qu'ils prennent conscience du problème et qu'à un moment, eux, ils nous disent stop. Donc notre 3e volet d'action, aujourd'hui, il se porte sur l'éducation des jeunes à une pratique responsable, durable et pour très très longtemps. Alors, moi j'y crois d'autant plus que dans une autre vie, j'ai été instite, j'ai eu le bonheur d'être instite et de travailler avec des jeunes et je crois vraiment qu'ils sont notre avenir en matière de sport responsable et on a vraiment un vrai travail d'éducation à faire avec eux. Merci Sylvie. J'ai beaucoup aimé les exemples qui sont décalés par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre. Le retour vers le bois, c'est une évolution fantastique. Et là, il faut travailler sur nos pratiques d'organisateurs dans nos sports respectifs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour simplifier, pour retourner au moins impactant, etc. Parce qu'on a eu la période du tout plastique, ça passe par les dossards, qui au départ étaient déchirables, puis pour plus qu'ils se déchirent, ils sont passés anti-veg, etc. Qui sont des matériaux hyper impactants. Comment faire pour soit changer à nouveau la forme des dossards, soit pour faire disparaître les dossards. Donc il y a des thématiques sur lesquelles il faut réfléchir. Et la parole est à vous, allez-y. Bonsoir, Sandrine Legendre, membre fondatrice de l'association Un sport pour la planète, co-auteur
auteure du livre Un sport vert pour la planète et professeure de PS. Donc j'ai une remarque et une question. La première remarque, je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé, même pas assez ou pas, du nombre. Est-ce qu'on peut encore parler d'événements éco-responsables quand on a des courses de 10 000 personnes, 20 000 personnes, 30 000 personnes? Je ne suis pas sûre. Je crois qu'il y a un moment où on peut parler on disait améliorer l'impact, certes, mais être éco-responsable avec 30 000 personnes sur un parcours à qui ça va multiplier les déchets. Si on parle encore d'utilisation de bouteilles plastiques, ça veut dire, on sait que je prends la course à pied par exemple, que ce soit une bouteille de 500 ml, 300 ml, quand on fait une course, on sait qu'on boit quelques gorgées, on ne boit pas 500 ml, sinon on ne va pas finir la course, ça ne va pas bien se passer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est au XXIe siècle, on a beaucoup de gens qui n'ont pas accès sur cette planète à l'eau potable, et nous, on laisse des gens gaspiller cette eau potable. Donc, je ne crois pas qu'on peut encore parler d'éco-responsabilité. Ça n'engage que moi, ça n'engage pas mon association. Comme je représente un gros machin qui fait des gros événements, je ne crois pas que la réflexion sur l'eau, je partage à 100%, il y a encore des efforts à faire dans le monde de la course, entre 10 courses à 1000 et une course à 10 000. Quoi qu'il arrive, il y a 10 000 coureurs. S'il y a 10 000 coureurs qui veulent pratiquer de la course, il va falloir qu'il y ait une organisation qui puisse lui répondre, une ou plusieurs. Et cette une ou plusieurs a le moyen qu'on court tout seul, on court à 10 000, on a toujours des leviers pour mieux faire, mieux courir, mieux jeter dans des zones de déchets, moins jeter l'eau ou avoir des contenants plus adaptés à la course. Mais je ne suis pas certain que la taille de l'événement ou la taille de l'entreprise, parce qu'on pourrait reprendre à l'échelle de l'entreprise, mais finalement aussi la taille de l'entreprise, on pourrait dire qu'il y a des petites entreprises qui sont responsables et puis les grosses, elles sont des irresponsables. Non, on est tous acteurs de la société. Une course de 10 000, de 20 000, de 30 000, peut être 1 million de personnes qui courent, ou 1 million de personnes qui viennent voir le bac pour une messe, c'est quand même un des plus gros événements que la France n'a jamais accueilli à Paris, c'est ça. Non, une messe c'est 200 personnes. Non, là il y a 1 million, comment on fait? Il y a des leviers extraordinaires pour faire évoluer l'ensemble de la filière grâce à ces grands rassemblements. Donc l'idée c'est de savoir pourquoi on court, éventuellement. On rentre dans la philosophie, mais s'il y a 10 000 coureurs, ils peuvent se diviser en 10 000 courses, 1000 courses, 100 courses, 10 courses ou une seule course. Les enjeux et les impacts seront les mêmes. Il faudra juste se poser la question de comment on organise ces courses ou cette course-là pour qu'elle soit dans une dynamique d'amélioration, comme on l'a fait au début, comme on fait l'année prochaine, comme on fait dans 2 ans. Il ne faut pas empêcher opposer la taille par l'impact. Je ne l'oppose pas, je parle au niveau éco-responsabilité. Je pense qu'il est beaucoup plus facile de responsabiliser 100 coureurs que 10 000 coureurs, et 100 fois 100 coureurs. Donc c'est en ce sens que je me pose la question d'éco-responsabilité. C'est valable à ce moment-là pour l'ensemble de l'échelle de l'humanité. Je veux dire, tout ce qui est gros. Absolument. Sauf qu'on est 7 milliards. Plus on va faire une multiplication de petits événements, et plus je pense qu'on va pouvoir toucher les gens. Tout à l'heure, Guillaume Frelon parlait de sa modeste organisation. Le match du dimanche. J'ai remonté par la filière le match du dimanche football. On va revenir au foot, je suis désolé. Quand la Fédération française de foot a commencé à étudier ses impacts, elle s'est rendue compte que le plus impactant, notamment sur l'angle carbone, si on veut rentrer dans le carbone uniquement, était le match du dimanche, et pas le match au Stade de France, avec des équipes qui ont fait le tour du monde. Pourquoi? Parce que ce sont des milliers et des milliers de personnes qui se déplacent, qui de surcroît se déplacent en voiture individuelle, etc., dans des stades locaux, et qui en plus subissent des frontières départementales qui interdisent par exemple à l'équipe de Gilles-sur-Ret de jouer à Saint-Rémy-les-Chevreuse alors qu'elle est à 1 km, donc, etc., etc. Et ça a beaucoup plus d'impact parce que c'est l'énorme match visible avec beaucoup de télévision en plus. Bon, donc c'est pour ça que les notions d'échelle, je pense qu'il faut utiliser l'échelle comme un levier et pas comme une opposition à la faisabilité. C'est au contraire faisable et les partenaires peuvent avoir encore plus de force et amener l'ensemble de la filière à changer un petit peu. Je partage pas forcément. Ma deuxième question, c'est on a entendu parler, je ne sais pas s'il est encore avec de monsieur de Krebs, du DIGEPS, qui nous dit que, c'est la réponse de Lina, qui nous dit que la formation sport et développement durable va être obligatoire pour la préparation du DIGEPS. C'est une question peut-être pour Cédric Gosse. À quand l'obligation de former les professeurs de PS à cette balance sport et développement durable? L'UNSS y est très sensible, mais les professeurs de PS n'y sont pas formés à ce jeu. Je ne sais pas si c'est un projet ou
d'entrer dans les villes. Alors c'est dommage, il y avait un inspecteur d'académie qui était présent dans la salle tout à l'heure. Moi, je peux pas. C'est difficile pour moi de répondre sur ces questions-là. Je ne vais pas voter en touche. Mais sur les professeurs de PS et notamment au sein de l'UNSS, la question du développement durable, c'est quelque chose dont on tente de s'emparer. Voilà. Alors sur des solutions qu'on a tenté de trouver. Là, j'ai avec moi mes deux collègues directrices départementales du 78 qui, sur le cross UNSS à la fois départemental et académique, ont fait en sorte que, à la fois sur le ravitaillement, on soit dans les notions de santé et on soit déjà sur des déchets recyclables, avec aussi des produits sains. Donc on est plutôt sur des jus de fruits et des pommes que plutôt les gâteaux ou les Orangina ou Coca-Cola arrivés. Voilà. Deuxième chose, on est sur des formes de... on abandonne maintenant de plus en plus dans le championnat de France, en tout cas sur la région Île-de-France et sur Versailles, sur la dotation en t-shirt de tous les participants. Parce que déjà, ce sont des coûts énormes, ce sont des coûts très importants de fabrication, pour des qualités parfois moindres. Et puis, si c'est pour doter comme ça, pour donner un t-shirt, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc on travaille sur des dotations un petit peu différentes. Par exemple, on développe des gourdes qui permettent aux élèves de revenir et d'avoir cette gourde à la fois lors de la compétition et à la fois lors de leurs entraînements. Voilà. Donc, ce sont des petites choses, mais on essaie d'inscrire comme ça des habitudes. Alors ce sont des petites choses, mais c'est peut-être aussi des petites choses que les gens attendent dans la salle. C'est-à-dire qu'on a évoqué de grandes directions sur la sensibilisation, la mutualisation, le partage d'informations, des installations qui sont HQE, etc. Mais peut-être que dans la salle, les gens attendent plein d'exemples concrets de base qui leur permettent d'évoluer dans leur pratique. Et le fait que tu parles de ce fameux t-shirt, il faut savoir qu'un kilo de coton, c'est entre 8 et 27 000 litres d'eau pour le produire suivant l'étude qui est réalisée. Donc arrêtons, en tant qu'organisateurs, de balancer des t-shirts en coton à tout va, quoi. Même s'il est bio. La première étape, c'est qu'il soit bio. Il vaut mieux créer une ligne de vêtements qui sera vendue à côté et faire payer un petit peu moins cher le prix d'inscription aux compétiteurs. Il faut arrêter avec les t-shirts en coton. Il y a tout un tas d'exemples. J'ai listé des trucs, mais ça arrivera seulement à la fin du débat. Mais c'est vraiment important, ces petits exemples qui font évoluer les choses. Juste une remarque sur l'intervention de Sandrine. Je crois qu'il y a eu erreur sur la question et sur le sens. Parce que je l'ai lu à travers la réponse, qu'il y avait confusion sur le sens. Ce dont parlait Sandrine ici, c'est qu'à un moment, quantité et qualité se chevauchent et ne vont plus dans la même direction. Je vais vous donner un exemple à travers une parabole. Il y a une vingtaine d'années de ça, il y a un proviseur de lycée qui a dit cette phrase merveilleuse et qui, moi, m'a dirigé à l'époque où j'étais professeur d'éducation physique. C'est un lycée devient trop grand quand on n'est plus capable d'appeler ses élèves par leur prénom. Comment voulez-vous fournir un service de qualité à des usagers du sport? C'est-à-dire qu'il y a une masse critique. Il y a un moment à partir duquel ça devient une usine. Il y a un moment à partir duquel on change d'échelle. Il y a un moment à partir duquel les partenariats évoluent, les relations entre les différents usagers du sport, organisateurs, pratiquants, responsables des médias, sponsors, etc., évoluent complètement. Et ça, c'est valable pour tous les acteurs du sport. Donc, c'était le sens, je pense, de la question de Sandrine, et pas du tout, parce que je suis aussi d'accord avec cette logique, pour avoir moi-même organisé 2-3 événements d'importance internationale, on change d'échelle quand on organise un gros truc. Et on a des moyens qu'on n'a pas par rapport à quand on organise un tout petit triathlon. Moi, j'ai organisé un triathlon scolaire, et au bout de ma carrière d'organisateur en triathlon, j'ai organisé un championnat du monde. C'est juste pas la même échelle, quoi. D'un côté, vous avez un maillot à trouver 1 000 €, de l'autre côté, 100 000 €, c'est moins compliqué. Proportionnellement, parce que juste l'échelle n'est pas la même, les acteurs ne sont pas les mêmes, et on peut imposer des choses qu'on ne pourrait pas imposer en tant que tout petit organisateur. Donc l'idée, c'est du quantitatif qualitatif, c'est ça. C'était ça qui était derrière, donc je voulais un petit peu dépasser l'opposition qui n'en était pas vraiment une. Est-ce qu'il y a encore... oui. Bonsoir.
faire une interrogation concernant l'éducation à la santé. Un petit peu plus loin le micro. Voilà, comme ça. Excusez-moi. Je pense que l'entrée par le sport, c'est un bon moyen d'avoir une approche et une démarche de développement durable. Je pense que peut-être, c'est mon interrogation, c'est comment on peut faire pour essayer de développer une culture de militantisme auprès des licenciés. Et je pense que le ministère de la Jeunesse et des Sports a un rôle à jouer pour développer dans sa convention d'objectifs les parrainages licenciés et non licenciés. Pour que, par exemple, si elle est licenciée, si on a un voisin, on a une personne âgée, si on a une personne qui peut pas de sport, c'est de la mettre dans la dynamique pour qu'elle puisse sortir de sa sédentarité et ne pas prendre sa voiture pour faire des petits trajets. Et je pense que l'entrée par le sport, ça peut nous permettre de donner d'autres lectures sur le développement durable de façon globale. Et en plus, ça intègre les trois piliers, ça intègre le côté social parce qu'il y a le lien social, ça intègre l'économique parce que la personne ne va pas utiliser de carburant ou va faire attention, et ça intègre l'environnement parce qu'il y a une action, une bonne action qui est faite pour l'environnement. Je vais y arriver. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc, il y a unanimité sur ce point. Une autre question ou un commentaire? Pardon. Désolé. Je peux proposer à monsieur de faire des travaux pratiques à la rentrée au mois de septembre en participant à l'opération Santé ou Sport du Comité national olympique avec le soutien du ministère. C'est vrai. Donc, une question. Bonjour, Jacques Vieillard du Classique de France. Ce troisième atelier me déçoit un petit peu dans la mesure où on entend beaucoup de bons sentiments, de bons vœux, de grandes idées. En revanche, les solutions, les outils, les bonnes pratiques, un petit peu moins. Et alors maintenant, j'en avais une question quand même. Quand j'entends outiller, observatoire, acteurs mutualisés, échanger, former, informer, disséminer, et je me dis, j'ai entendu des ressources financières, subventions, j'ai entendu des gros mots. En revanche, ressources humaines. Le ministère maintenant est peu de chagrin, et les DDCS, en quel état sont-elles pour pouvoir assumer toutes ces missions auprès des fédés, auprès des comités départementaux, auprès des collectivités territoriales. Ministère. Donc, qui fait quoi? Je dirais, on a tous voté, on est tous dans une réalité politique, sociétale, et les Français, à juste titre, se plaignent que l'État coûte trop cher, qu'il paye trop d'impôts, et qu'il faudrait peut-être diminuer le nombre de fonctionnaires. Alors en effet, c'est un choix, c'est une évolution, c'est une tendance, et on n'est certainement pas prêt de revenir là-dessus. Je vous dirais que moi, qui finis ma carrière à Jeunesse et Sport, et j'ai été avant dans l'éducation populaire, à la tête de réseaux, de correspondants dans toutes les directions départementales, régionales, pour faire du contenu, de la qualité, du pédagogique, de l'accompagnement, du conseil pédagogique, je ne vais pas me dire, ma vieille, c'est vraiment nul, c'est foutu. Non, il faut aller de l'avant, il faut aller de l'avant. Vous avez raison, il y a moins de moyens de l'État. J'ai parlé tout à l'heure des ressources, on a moins de ressources humaines. Et quand on a moins de ressources humaines, on ne fait pas la même chose de la même manière. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se met la tête dans le sable? Non. On évolue avec son temps, on évolue avec sa société. Et du coup, l'administration doit se moderniser, et la société le veut, et les citoyens le veulent. Donc elle se modernise. Ça veut dire des réductions, des choix, des sélections. Mais ce qu'on a dit tout à l'heure, ce que j'ai dit tout à l'heure, me semble-t-il, c'est que penser le sport dans une évolution durable, c'est penser non pas la confrontation des acteurs, les collectivités locales ne sont pas contre l'État, ne doivent pas être en bisbille, doivent s'associer pour mieux servir le citoyen, les territoires. Le mouvement sportif, et d'ailleurs en ce moment les ministres réfléchissent à l'évolution de la façon dont la gouvernance en France, qui est quand même un peu particulière en Europe du sport, avec le rôle particulier de l'État, va évoluer. Donc
c'est ça aussi penser une démarche vers l'avenir. Et vous avez raison, dans cette table ronde, on indique des généralités. D'ailleurs, moi, je l'avais dit. Attends, j'ai pas parlé encore. J'ai pas parlé encore. J'ai pas parlé encore, j'ai bien l'exemple à donner. Et on partage, et en plus, on est des acteurs différents, de sphères différentes, et on a l'air d'être dans un consensus, nous, je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi? Parce que, justement, plutôt que d'opposer l'État a moins de moyens, il ne fait plus, qui va prendre en charge? Essayons peut-être de trouver des solutions positives. Je pense que dans ce cas-là, ma question est mal formulée, mais vous parliez tout à l'heure aussi, vous avez envisagé des services déconcentrés, vous avez dit en capacité de répondre progressivement. Ce que j'entends, c'est aussi à chaque échelon, pas qu'au niveau national. Mais qui va le faire au niveau départemental? Pardon, s'il existe encore demain, ce niveau départemental. Qui va le faire au niveau des régions? J'entends votre partenariat, vous l'avez ciblé tout à l'heure, mais il faut qu'il y ait à chaque fois un interlocuteur avec qui je viens m'adresser. Il est là la question. Mais pas un interlocuteur qui règle tous les problèmes et qui est la vache à lait, c'est pas possible ça. Non, mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'en fait, tout est convergent. Je vais vous donner la parole. Tout est convergent, en fait. Parce qu'on se rend compte qu'on est dans une situation de crise. Alors, crise au sens, je vais l'apprendre au sens grec du terme, krinein, c'est-à-dire qu'il y a une rupture qui est en train de s'instaurer progressivement, et il va falloir se sortir de ce dans lequel on est, globalement. Eh bien, une des solutions, et on n'a peut-être pas utilisé les bons mots pour le dire, mais quand j'utilisais tout à l'heure keep it simple, stupid, ou quand Cédric parlait d'être feignant, le sens caché derrière, c'est comment faire mieux avec moins. Parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. On ne va pas vers le plus. On ne va pas vers le plus, c'est clair. Donc il faut aller vers le mieux avec moins. Donc il va falloir faire en sorte que ça se passe mieux. Une dernière question au fond, et ensuite je donnerai quelques outils très rapidement concrets de terrain d'organisateur pour clôturer les débats. Allez-y. Bon, André Rochefort, moi je suis responsable des sports de la ville de Mérigny. Mon sport de prédilection, c'est la voile. Là aussi, c'est un anachronisme parce que d'un côté, on aime l'océan, on aime la voile, on aime que tout soit pur. Et puis, on utilise des bateaux avec de la résine, avec des concepts très très élaborés et qui polluent. Là-dessus, voilà. Mais hormis ça, moi, ce qui m'intéresse énormément sur ce qui s'est passé aujourd'hui, ce sont surtout, d'abord, les apports qui ont été faits, mais surtout, ce que je retiens de tout ça, c'est quel outil je vais pouvoir avoir à disposition pour expliquer aux jeunes quels sont tous les champs dans lesquels la notion environnementale peut entrer. C'est-à-dire que ça a été expliqué, que ce soit le déplacement, mais que ce soit l'utilisation de nos t-shirts, que ce soit les problèmes de chronométrage, je me suis fait expliquer qu'il fallait des puces ou des choses comme ça. Et moi, ce qui m'intéresse, ce sont les jeunes. Et comme ce sont les jeunes qui, eux, en plus de ça, sont une emprise, on va dire, très mercantile des choses. Ici, dès que ça brille, dès que ceci, dès que cela, on veut les mêmes chaussures que machin, on veut, voilà. Et moi, je pense que là, on a un boulot à faire pour montrer à ces jeunes que c'est pas simplement de jeter un gobelet par terre, c'est pas simplement parce que à un moment ils voient un tas d'ordures quelque part, c'est que l'éco-responsabilité au travers de ces notions environnementales vont très très loin. Et moi, ce qui m'intéresserait, ça serait d'avoir une sorte de table de matière pour dire jusqu'où on peut aller dans chacun de ces domaines. Et je pense que là, ça serait une sorte de, une sorte de repère pour chacun pour dire effectivement, voilà. Je ne saurais vous conseiller la lecture d'un excellent ouvrage sur la thématique qui justement propose une table des matières à l'usage des pratiquants, des organisateurs, des sponsors, des médias, etc. Mais vous avez totalement raison. Pensez que la thématique de la journée aujourd'hui, c'est l'organisation de manifestations sportives éco-responsables. C'est-à-dire que l'éducation transpire de tout ce qu'on a dit cet après-midi en direction de tous les publics, mais là on parle du site de la manifestation sportive. C'est-à-dire que le mode d'entrée dans le développement durable et le sport aujourd'hui, c'était l'organisation de manifestations sportives. Donc effectivement, on a parlé de l'UNSS. Organisons des manifestations sportives totalement exemplaires à l'UNSS.
Voilà, et c'est valable pour l'UFOLEP, c'est valable pour la FSGT, pour la FSCF, etc., qui est à destination des publics scolaires. Et ce qui est valable pour le public scolaire, c'est valable pour tous les types de publics, hommes, femmes, jeunes, vieux, etc. Donc l'éducation transpire et transversale, ça tombe bien, puisque le développement durable, c'est un processus éducatif. On est entièrement d'accord là-dessus. Le seul truc, c'est que je tiens à repositionner le sens de la journée aujourd'hui. Le mode d'entrée, c'est l'organisation de manifestations sportives. Maintenant, je suis un petit peu pris par le temps, donc je vais me permettre de vous donner quelques pistes qui sont un petit peu en décalage par rapport à ce qui a pu être dit, parce que j'ai bien entendu le discours sur « je suis un peu déçu par la table ronde numéro 3 ». Souvenez-vous ce que je vous ai dit en début de table ronde. Allez-y, c'est à vous, sortez-vous les tripes, faites des propositions qui décoiffent, qui vont révolutionner la pratique. Or, on est resté effectivement sur un discours assez convenu, assez consensuel. On parle d'éducation, on parle de mutualisation, etc. Quels exemples concrets pour faire évoluer les choses? Alors moi, j'en ai noté quelques-uns là. Je vais vous les donner en vrac, d'accord? Je vous les donne en vrac, mais l'important, c'est que ça rentre dans une oreille, que ça y reste à l'intérieur, pour que ça interpelle vos pratiques. Alors allons-y. Sur une organisation sportive, quand on parle d'achat responsable, ça veut dire quoi? Un achat responsable, quand on est organisateur de manifestations sportives, ce sont les ravitaillements, les t-shirts, les médailles, etc. C'est qu'on achète quoi, à qui, dans quelles conditions. D'accord? Pourquoi va-t-on acheter à l'autre bout de la planète si on a des locaux qui produisent des produits de qualité? D'accord? Ça, c'est du concret, c'est du terrain. C'est-à-dire que ce soit le panier de fruits et légumes bio du coin, que ce soit le miel du producteur à l'intérieur d'un crêpe, etc. Il faut valoriser ces gens-là. Ça, c'est le côté achat responsable. Et des achats qui durent. Pas un achat qu'on fait, on achète 3 t-shirts pour le prix d'un parce que c'est moins cher, et puis en fait, il y en a un, finalement, c'est pas la bonne taille, pas la bonne couleur. Le deuxième, je pensais qu'il allait me plaire, mais il va pas avec une nouvelle chaussure. Et le troisième, trois usages, ça devient une barboteuse et ça niveau mon VTT derrière. Ça, c'est pas un achat durable, et c'est pas un achat responsable. Premier exemple. Deuxième exemple, passons à l'eau du robinet. Pas de commentaire supplémentaire. Troisième dimension, valoriser la performance environnementale et non pas la performance pure. Dans vos sports respectifs, est-il possible d'inclure des coefficients modérateurs ou transformant la performance pure pour y inclure un quiz environnemental, de l'observation, peut-être faire de l'exploration, de la découverte, de la randonnée. Quand on fait un raid multisport, plus vous mettrez d'orientation et plus la part de la découverte de l'environnement sera importante par rapport à la performance pure. En finir avec le t-shirt en coton, vous avez bien compris où vous voulez en venir. Les récompenses et les trophées porteurs de sens. Vous avez tout à fait compris mon allégorie concernant les médailles et les trophées. Moi, à une époque, j'étais dans une fédération de données. Tous les ans, j'avais 20 médailles, c'était les mêmes aux 20 crosses consécutifs auxquels je participais. Je vais vous montrer des exemples. Ça, c'est un trophée qu'on a distribué sur les Eco Games au Brésil dès l'année 2004. Vous savez en quoi c'est fait? C'est du plastique recyclé. On a trouvé une association locale qui réussissait à fondre les plastiques sans produire de gaz toxiques. D'accord? Et bien, tous les trophées, à l'époque on appelait ça les Jeux mondiaux de l'environnement, ce sont des pavés de déchets de l'endroit où étaient organisés ces Jeux. C'est-à-dire qu'on a récupéré tous les plastiques de la décharge locale, on a travaillé avec une association suisse et on a fait des trophées à partir de déchets recyclés. Deuxième exemple, je vous ai parlé de la signalétique. Voici un autre trophée, trophée du Pan d'Alpon, je vous en ai déjà parlé pour la signalétique en forêt. C'est du bois issu de forêt géré durablement, FSC, certifié par le WWF, ça tombe bien, était organisateur de l'événement avec notre association. C'est porteur de sens, d'autant plus, ça n'apparaît pas sur celui-là, mais de l'autre côté, on avait demandé aux enfants des écoles primaires de la région de personnaliser la médaille avec un petit message personnel. Donc toutes les écoles primaires de la ville, c'était à Bédouin quand on était sur les ponts du Mont-Ventoux, et maintenant c'est à Saint-Gervais, maintenant qu'on est sur les Alpes, et bien on personnalisait avec un petit message très très sympa. Autre exemple, Eco Games qu'on organise en Aquitaine. Bon, je ne rentre pas dans les détails concernant les Eco Games, mais c'est un type d'événement alternatif où on essaie de proposer une rencontre du territoire et de ses habitants dans une logique super intégrée. Eco Games Aquitaine sur le bassin d'Arcachon. Voici la médaille. D'accord? On a gravé sur une coquille d'huître le prénom de tous les participants. Coût 0.
valorisation d'un déchet, entre guillemets, puisque ces coquilles d'huîtres, c'est le produit de la dégustation d'huîtres qu'on avait fait avec tous les participants la veille et l'avant-veille. Ça a du sens. Et ça, on le garde à la maison. Autre exemple. L'équipe concurrent. L'équipe concurrent, j'en ai encore pour 2 minutes. Ça, c'est du concret. L'équipe concurrente, les sacs en plastique, les 28 dossards, les stickers, etc. À un moment donné, il va falloir que les organisateurs et leurs fédérations réfléchissent à l'évolution de leurs pratiques pour éviter, comme on trouve en triathlon, d'avoir un bonnet avec un triple marquage, positionnement marquage sur les cuisses et sur les épaules. On monte sur son vélo, on a 3 stickers sur le casque, on a une plaque de cadre, on a en plus bien sûr la puce électronique, et en course à pied on a un dossard devant, on a un dossard derrière. Vous comptez le nombre de licenciés, le nombre de triathlons qu'il y a dans l'année, faites le calcul du nombre de tonnes de déchets, puisque c'est l'usage unique le plus souvent qu'on peut avoir. Autre exemple, tout simple, je l'ai dit tout à l'heure mais je le répète, le réseau ferré comme référence absolue d'organisation d'une manifestation sportive. Vous voulez organiser un événement sportif, commencez par regarder le réseau de la SNCF pour voir un accès facile pour tout le monde pour minimiser l'impact de transport. Autre exemple, minimiser le nombre de véhicules motorisés sur une organisation et leur kilométrage cumulé. Combien d'organisations ont des partenaires automobiles qui font tourner des véhicules à vide ou avec un VIP dedans pour rien? Enfin, pour rien, non, faut contenter les partenaires, on a bien compris ça. Mais plutôt qu'avoir 75 véhicules, peut-être que si on descendait à 25 ou à 30 véhicules et qui tournaient à plein sur l'ensemble des circuits pendant la journée, le kilométrage total serait énormément diminué. On a un très très bon exemple qui a été avancé par Xavier, qui disait c'est le football du dimanche qui impacte et pas les grands événements. Eh bien, repensons les calendriers, repensons les barrières administratives. Pour qu'on puisse aller d'un département à un autre, c'est une absurdité absolue de faire un interrégional, ou un régional ou un interrégional, en amenant des qualifiés d'un village qui est limitrophe d'une autre région à l'autre bout de la région, alors qu'il aurait pu le faire à 2 km de là. Autre exemple, la restauration bio locale de saison. Enfin, l'objectif zéro déchet, c'est facile de le repenser si on s'y attelle véritablement. Je m'excuse, j'étais un petit peu long, mais ça, c'est des exemples concrets de terrain qu'on peut intégrer et mettre en œuvre dans son organisation dès aujourd'hui, dès demain, sans attendre 10 ans que les fédérations changent ou que nos gouvernements changent.